Une nouvelle semaine démarre sur BB24. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 12h45. Le sel importé est très prisé par les Béninois. Pourtant, plusieurs associations de femmes installées aux abords de l'océan produisent ce condiment de cuisine. Pourquoi se désintéresse pour le sel local? La réponse dans un instant. Les forêts sacrées interviennent dans la protection de la faune et de la flore. Au Bénin, certaines d'entre elles sont en voie de disparition, un sujet préoccupant qui intéresse la rédaction de BB24. Pour être toujours au devant de la scène, les créateurs de mode ne manquent pas d'imagination. Parfois, ils font recours aux tenues traditionnelles qui deviennent leur source d'inspiration. Comment se porte ce marché? On le découvre. En cuisine comme à table, mais aussi pour les entreprises de l'alimentaire, le choix du sel est avant tout une question de goût. Au Bénin, le sel importé est très prisé par les ménages, les restaurants et même les hôtels. Résultat, le sel importé, généralement plus raffiné que le sel local, se retrouve beaucoup plus sur le marché. Dans le reportage qui va suivre, Marianne Assomon et Jennifer Sativi nous en donnent les raisons. Cotonou, nous sommes au marché d'Antokpa. Plusieurs revendeuses de sel viennent s'approvisionner ici. Sur ce site, une usine se charge de moudre les cristaux de sel importés dans le but de les rendre plus fins pour la vente. Les clients préfèrent que les cristaux de sel soient moulus. Donc, c'est ce que nous leur offrons. Nous l'importons du Sénégal. On l'importe aussi du Ghana à côté. Nous avons aussi le sel de la Tunisie. Il y a les emballages de 25 kg, des emballages de 30 kg et des emballages de 40 kg. Malgré le coût relativement faible de l'activité, les meuniers font d'importants chiffres d'affaires. Cela s'explique par la forte demande du sel importé au détriment de celui produit au Bénin. Le sac de sel coûte 3 000 francs. Mais lorsqu'il est moulu, le tout revient à 3 300 francs. Pour les fabricants de glace, des barres de glace et consorts, ils l'utilisent en cristaux comme ça vient. Et pour les fabricants de pain, on les moud, mais de façon un peu plus granulée. Par rapport à la consommation, on les fait selon la préférence de chaque zone. Le sel produit au Bénin provient essentiellement des zones marécageuses et maritimes. On le retrouve pourtant en très faible quantité sur le marché. Plusieurs raisons expliquent la situation. Je quitte Ouegbo pour m'approvisionner en sel ici. Nous avons plus de facilité à vendre le sel importé et son prix est plus abordable. La fabrication locale n'est pas utilisée pour plusieurs raisons, notamment la quantité est trop faible. Ça ne peut pas répondre à la demande du marché. Le sel produit au Bénin coûte 500 francs, mais n'est pas aussi blanc que celui du Sénégal qui coûte 300 francs. Cela nous sera plus bénéfique si le sel local venait à être répandu comme celui importé. Le sel contient des minéraux tels que le sodium, le chlorure et s'avère donc nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Néanmoins, sa consommation excessive peut générer d'autres maux comme l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas consommer plus de 2 grammes de sel par jour. Le 21 mars dernier, le monde entier célébrait la Journée mondiale des forêts. Ces forêts jouent un rôle important dans les changements climatiques qui sévissent en notre siècle. L'Afrique compte particulièrement des forêts sacrées et au Bénin, on va progressivement à leur perte. Pourquoi cette régression? Que faire pour conserver nos forêts sacrées? Réponse dans ce magazine que nous présente ici Rodrigue Babagbeto. Iroko, baobab, kaya, samba, foiroko, karité et fromager. Quelques essences qui font la richesse des forêts béninoises. Milieu naturel où vivent une multitude d'espèces animales et végétales, les forêts du Bénin sont toujours en régression. Il y a une étude de la FAO en 2012 qui nous a dit qu'au Bénin,
50 000 hectares de forêt. 50 000 hectares disparaissent chaque année. Mais nous avons fait une étude financée récemment par la Banque mondiale qui nous a révélé que la tendance actuelle, d'accord, est de 22 à 25 000 hectares de régression par an. Cela reste, bon, une avancée notable, on va dire. Mais la forêt régresse toujours. Le domaine forestier se divise en deux catégories au Bénin. On note les forêts classées qui bénéficient depuis la période coloniale d'actes de classement et les forêts protégées, au nombre desquelles celles dites sacrées. C'est une forêt qui naît suite à des événements qu'on ne veut pas expliquer. Un ancêtre qui allait à la chasse ou bien qui allait à la pêche et qui a rencontré un génie qui lui a parlé. En tout cas, tout un discours que l'homme n'arrive pas à expliquer se range sur le CO de mystère. Suite à l'événement qu'il n'arrive pas à expliquer, il décide de mettre au respect ce lieu. Il le balise par tout un ensemble de pratiques pour sécuriser ce lieu afin de limiter l'accès, surtout l'accès et l'usage des ressources, histoire de mieux rester en contact avec le génie ou bien l'ancêtre avec lequel il avait communiqué. Et toutes ces pratiques, il essaie de créer un ensemble, un système de valeurs, un système de croyances qu'on essaie de transmettre de génération en génération par le vaudou qu'on connaît mieux aujourd'hui. Elles portent en leur sein des divinités, des espèces végétales et fauniques rares dans le monde, dont le singe à ventre rouge, vénéré dans certaines régions du pays, et même le lingué d'Afrique. Les chiffres du dernier recensement parlent de plus de 2900 forêts sacrées au Bénin, des espaces qui sont en danger aujourd'hui. Lorsque la population augmente et que sévit la pauvreté, les premières victimes, ce sont les forêts. Parce qu'on se rabat sur les forêts, on va chercher du bois, on va récolter des fruits, on va récolter des écorces, tout ça, pour vendre et avoir de l'argent. Et ceux qui sont censés garder ces forêts sacrées aujourd'hui sont vieux et beaucoup meurent. De plus en plus, la documentation ne les accompagne pas. Donc les besoins croissants de demain vont faire que si on ne fait rien pour les sécuriser, elles vont disparaître. Quelques forêts sont déjà intégrées par le Programme des Nations Unies pour le développement dans le système des aires protégées, mais beaucoup d'efforts doivent être encore fournis. Il faut qu'on arrive à mettre le doigt sur ces communautés qui protègent les forêts là-même, de la valeur que ces forêts ont, non seulement pour elles, mais pour l'humanité entière. L'autre chose, comme je le disais, il faut qu'on travaille à documenter. Nos universitaires, quand ils finissent ces formations, on a peur parce qu'on a déjà montré aux gens que aller dans les forêts sacrées, c'est aller dans les vaudous. Quand on va dans les vaudous là, on devient ci, on devient ça, et on a peur même d'aller. Nous invitons les universitaires à se positionner sur ces forêts sacrées et à les documenter suffisamment. Les colons en son temps avaient fait un peu de travail. Aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à faire. S'il est vrai que les forêts participent à la durabilité des villes et sont de véritables poumons verts, ils restent et demeurent un patrimoine à préserver pour les générations futures. La mode, un secteur qui requiert imagination et créativité. Le rythme effréné de la mode impose donc aux créateurs une inventivité inlassable. Comment se ressourcent-ils? Quelle alchimie unique fait naître leur création et comment se présente aujourd'hui le marché incursion dans l'univers des créateurs de mode au Bénin? C'est un élément signé Arman Rodrigue-Amégan et Marianne Assoumo. Ils sont des artistes. Au rythme des deux lames de leurs ciseaux, se dessine avec précision le spécimen d'une tenue. Ce sont des créateurs de mode, de collection, qu'ils mettent sur le marché au bout d'un processus de dur labeur. Théoriquement, il faut compter 6 bons mois pour faire une collection digne de ce nom. On couche les idées sur papier, on fait une recherche, voilà. Quel thème je vais travailler, quelle matière je vais travailler, quelles sont la gamme de couleurs, de matières, etc. Dessiner les croquis, valider, jeter, on jette beaucoup, on garde peu, etc. etc. Après, il y a le montage. Donc, à partir des croquis, nous faisons les patrons. Ensuite, la coupe et le montage des prototypes. Il y a les essayages avec les mannequins cabine. S'il n'y a pas de défilé, on peut décider de faire un shooting photo. Et puis, la mise en vente. Comment trouver l'étincelle,
l'éclair de génie qui jaillit et requiert le consentement de tous. C'est un mélange de curiosité, de réflexion, d'humeur et d'instinct. L'inspiration vient de partout. Elle vient du moment, elle vient de l'actualité, elle vient de ce qui se passe autour de nous, de nos humeurs, etc. Donc, l'inspiration vient de tout ce qui nous entoure. Un vrai créateur de mode ne cherche pas l'inspiration. C'est naturel. Moi, je crois à ce qu'on peut appeler don. Moi, je crois à cela. Je ne sais pas si j'en ai eu de toutes les façons. Je suis dans la mode et j'ai de la facilité à créer. Donc, un vrai créateur de mode naturel ne recherche pas l'inspiration. Il peut trouver l'inspiration partout, partout dans la nature, partout où il passe, il peut avoir de l'inspiration. Le secteur de la mode au Bénin connaît de plus en plus une ascension fulgurante. Même si le marché local reste très peu rentable, certains stylistes s'y accrochent tout de même, d'autres par contre se tournent vers l'extérieur. Tous ceux qui viennent de l'Afrique centrale, la plupart de l'Afrique centrale, viennent s'approvisionner au Bénin. Donc la plupart de notre clientèle se retrouve là-bas. Le Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, le Gabon et tous ces pays de l'Afrique centrale s'approvisionnent au Bénin. Ensuite de ça, aujourd'hui, il y a un marché qui commence pas à s'installer progressivement. C'est la diaspora qui commence pas à commander directement au Bénin. À travers la mode, c'est toute une identité qui se révèle. Les grands noms de la mode béninoise l'ont compris. Dans leur atelier, ils s'efforcent d'innover et croient au rayonnement de la mode béninoise. Des chiens sont testés et éduqués pour se familiariser avec les écrans interactifs. C'est un exercice élaboré par certains scientifiques. Suivons ce reportage pour plus de précision. Ces deux collets à poil court ont pourtant convaincu les chercheurs. Les jeux vidéo peuvent aider les cerveaux canins à rester jeunes. Les deux animaux ont participé à une vaste étude scientifique au sein de la faculté vétérinaire de Vienne. Plusieurs centaines de chiens âgés de 6 ans et plus ont été entraînés à se servir d'un écran du bout de leur truffe. Chez le chien, nous étudions les processus cognitifs, comment les animaux voient et perçoivent leur environnement, comment le comprennent-ils, comment résolvent-ils les problèmes, comment prennent-ils les décisions, à quel point ils peuvent faire preuve de souplesse, ce genre de choses. Parmi ces différentes manières de percevoir le monde, il est très important de savoir comment ils font la distinction entre les différentes entités, les différentes parties de leur environnement et comment ils les catégorisent. Les premiers résultats de l'étude communiqués le mois dernier sont jugés très encourageants. Dans le laboratoire, les vieux chiens ont répondu positivement à l'entraînement cognitif. Ici, ils découvrent par eux-mêmes lors d'un apprentissage par tâtonnement, c'est-à-dire qu'ils testent les stimuli et si cela fonctionne, ils obtiennent de la nourriture. S'ils tentent d'autres stimuli qui s'avèrent être les mauvais, l'écran devient rouge et aucune nourriture n'est distribuée. Donc, par le fait d'avoir de la nourriture ou non, ils sont conditionnés pour choisir les bons stimuli. C'est une sorte d'apprentissage que nous étudions. L'étude ouvre de nouvelles perspectives pour gérer le vieillissement canin. Mais si les spécialistes viennois se prennent à rêver de futures tablettes électroniques pour chiens, ils savent aussi que la mise au point de tels produits prendra du temps. Les défis techniques à relever sont nombreux et non des moindres. Les truffes humides resteront toujours un obstacle, reconnaît Lisa Wallis. C'est sur ce reportage que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.